BFM Live, le grand format. Allez, pour ce premier grand format de BFM Live, eh bien, on va parler d'innovation dans le monde de la santé. Eh bien oui, parce que ce soit dans les hôpitaux, sur la question de la dépendance, les défis sont importants et puis surtout les besoins financiers à venir sont tout aussi colossaux. Et puis de l'autre côté, eh bien, vous avez toujours plus de Français qui approuvent ou qui ont même recours d'ailleurs à la téléconsultation, aux applis de téléassistance pour veiller sur leurs proches, notamment plus de 100 000 applications santé en France. Alors évidemment, je vous rassure, on ne va pas toutes les aborder aujourd'hui, sans parler d'ailleurs de la généralisation du dossier médical partagé. On est en pleine campagne de com. Bref, comment l'innovation digitale peut permettre de répondre aux grands défis du monde de la santé? Eh bien, c'est les questions qu'on va se poser aujourd'hui dans ce grand format. Et puis, on va surtout découvrir eh bien, qui sont ceux qui innovent et qui travaillent à ces questions. Avec nous, sur ce plateau, Raphaël Vinet. Bonjour. Bonjour. Directeur conseil chez Niji, cabinet de consulting axé sur le digital. On peut le présenter comme ça, Niji. Exactement, oui. En quelques mots, à vos côtés, Anne-Julie Clary, présidente de la commission innovation du groupe Vive. Bonjour et merci d'être avec nous. Thierry Burbeau est également avec nous. Bonjour, président de Vitalba. C'est un peu l'entrepreneur de la table. Il y a une solution très intéressante sur la dépendance qu'on verra dans quelques instants. Et puis Loïc Chabagnier. Bonjour, associé chez EY, en charge justement de ces questions de santé. Alors, messieurs, dames, un mot d'abord pour commencer peut-être sur les enjeux, sur ces trois grands sujets. Ils sont colossaux, on le sait, pour nos finances publiques. 9 milliards, par exemple, à titre d'exemple, hein, sur la dépendance d'ici 10 ans, des plans pour lutter contre les déserts médicaux, des dépenses de soins hospitaliers qui ne cessent de grandir. Loïc Chabagnier, ça représente combien, finalement, j'allais dire, en termes de chiffres? Est-ce qu'on a des données comme ça sur ces enjeux là, dans les années à venir? Quand on parle de la santé, c'est toujours effectivement intéressant de commencer par les chiffres. La dépense de santé en France, c'est plus de 200 milliards d'euros par an. Ça représente 12% du PIB. Ce sont aussi des chiffres qui continuent de croître année après année. Et on voit que structurellement, en fait, ils vont continuer de grandir. Quand on regarde aussi un petit peu les chiffres socio-démographiques, on voit qu'il y a de plus en plus de personnes âgées, qu'on souffre de plus en plus de pathologies chroniques, donc d'une certaine manière de pathologies qu'on garde jusqu'à la fin de sa vie. Et on dit souvent dans les échanges qu'on a avec les acteurs de santé qu'on vit certes plus longtemps, mais on vit plus longtemps en fait en mauvaise santé. En mauvaise santé, bien sûr. Et il y a également aussi d'autres chiffres comme la baisse de la natalité qui fait qu'effectivement ces chiffres vont cesser Oui, parce qu'on va vers une société de toute façon un peu plus vieillissante. Exactement. Et donc c'est vrai que du coup on est confronté à des enjeux qui sont importants, des enjeux en termes d'organisation, des enjeux en termes de financement, et avec aussi des enjeux en termes de solutions, notamment avec le digital, hein, qui est un élément qui peut être un petit peu important. Et justement sur la question de la dépendance, sur la question des déserts médicaux, sur la question de l'hôpital notamment, c'est quoi précisément finalement ces enjeux de santé-là, en termes de solutions, en termes de financement? Les enjeux, ils sont d'abord et avant tout en termes organisationnels. Oui. Et je pense que c'est important de repartir un petit peu des acteurs de soins. C'est pas une solution informatique ou une plateforme de santé qui va faire en sorte qu'elle soit utilisée, qu'on va développer de l'usage et que les gens travailleront mieux. Ce qui est important, c'est de repartir des organisations. Donc vous citiez par exemple les déserts médicaux. Les déserts médicaux, c'est quoi les solutions? C'est de rassembler en fait un certain nombre de professionnels de santé et c'est de faire en sorte qu'ils puissent communiquer entre eux, partager de l'information, avoir une messagerie, avoir un dossier médical commun de leurs patients. Donc on est d'abord et avant tout en fait sur des enjeux qui sont organisationnels. On est ensuite sur des enjeux de financement. Il faut qu'on arrive à sortir du système de financement traditionnel à l'acte et d'avoir un système de financement qui soit adapté en fait à des nouvelles organisations. Et après on a un élément qui est extrêmement structurant, qui est le numérique et le digital, et qui vient finalement appuyer et accélérer en fait un petit peu ces organisations. Anne-Julie Clary, avant de parler finalement des solutions, effectivement, le constat, est-ce qu'il est le même chez vous? Et cette équation un peu compliquée entre justement les solutions et la question du financement? Oui, on est extrêmement percutés. Les acteurs comme nous sommes Groupe Vive, nous sommes le rassemblement de très grosses mutuelles, bien sûr, MGEN, Harmonie Mutuelle notamment. Absolument, on a 10 millions de personnes protégées aujourd'hui dans le giron du groupe. Et donc, effectivement, les modèles sont percutés d'un point de vue organisationnel, des financements. La question, c'est la transformation. Si je dirais, en fait, la question, elle est aussi le déplacement du centre de gravité. C'est-à-dire que on parlait beaucoup des établissements, etc. On est aujourd'hui très centré sur les besoins de la personne et l'humain au cœur des dispositifs. Autrement dit,
dit, les défis de santé sont beaucoup liés au mode de vie et de travail des personnes, l'environnement dans lequel elles évoluent, les questions évidemment de la santé et du bien-être en entreprise. Donc on voit bien qu'on a aussi des nouveaux espaces de santé. Je disais l'entreprise, on a l'habitat, la question du logement, on a des territoires physiques, des territoires numériques qui apparaissent. Donc voilà, tout le système est un petit peu chamboulé. L'idée, c'est de savoir effectivement quel est le type de réponse. On considère, nous, que la transformation va vers plus d'anticipation et d'accompagnement et de prévention, mais prévention avec l'accompagnement qui va avec. Alors justement, on va détailler tout ça, on va justement effectivement un peu détailler tous ces enjeux et expliquer finalement quelles sont les solutions qu'on peut apporter. Et on va commencer justement avec les déserts médicaux. Raphaël Vinet, en quoi finalement le digital aujourd'hui est une réponse à cette question de la désertification médicale? Il y a évidemment beaucoup la téléconsultation, mais est-ce qu'il n'y a que ça d'ailleurs? Non, mais déjà c'est un outil très important et aujourd'hui le digital permet vraiment d'outiller la téléconsultation, parce que je rappelle que c'est un appel visio, c'est un appel sur une plateforme qui met en relation les patients et les médecins, et donc c'est vraiment les solutions d'aujourd'hui qui permettent d'avoir une expérience fluide aussi pour le patient et pour le médecin qui cale ça dans son emploi du temps et qui doit aussi apporter une réponse. Et on en est où justement du déploiement de la télémédecine en France? C'est assez intéressant parce qu'il y a un vrai engouement qui est assez récent, en tout cas pour certaines spécialités, pour cette téléconsultation. Enfin, je rappelle que la télémédecine, c'est 4 ou 5 volets différents. La téléconsultation n'en est qu'un seul. La téléexpertise est aussi quelque chose qui est en train de se développer. Et puis, on voit aussi qu'en termes de téléconsultation, il y a d'autres plateformes qui commencent à voir le jour. Et notamment, on commence à avoir des cabines de téléconsultation. Dans lesquelles on rentre et on a tous les instruments à disposition et on a un médecin de l'autre côté. Voilà, enfin, qui permettent d'abord à la fois de faire de l'automesure, ce qui permet aussi au patient de faire un bilan de santé par lui-même, bien sûr il est guidé, et si besoin de le mettre en relation avec un professionnel de santé pour faire une téléconsultation au sens propre du terme. Et finalement, pourquoi la télémédecine, et Maxime, ça reste notamment à Loïc Chabani, mais je pense que vous avez tous une réponse là-dessus, mais pourquoi la télémédecine aujourd'hui fait encore beaucoup débat dans la profession même des médecins? C'est un sujet qui est quand même finalement pas encore assez tranché. Quand on écoute les différents syndicats de médecins libéraux notamment, c'est quand même assez compliqué, c'est touchy comme sujet. Ce qui est normal un petit peu, parce que ça heurte aussi un peu sur la pratique du professionnel de santé. C'est vrai que la médecine, en fait, c'est d'abord et avant tout en fait un contact humain. Et donc c'est vrai que derrière, en fait, faire appel en fait à par exemple sur la téléexpertise, un autre professionnel de santé pour avoir un avis médical sans que ce professionnel de santé ait pu avoir. Mais ce sont des médecins pourtant. Ce sont des médecins. Oui, mais il n'y a pas de contact direct. Et c'est vrai que dans la pratique médicale, il y a en fait encore un certain nombre de choses en fait sur lesquelles il faut avancer. Mais on est quand même dans une prise de conscience, effectivement, que ça a du sens. Et je trouve que la téléconsultation et la téléexpertise sont très intéressantes dans cette logique de transformation du système de santé. Parce qu'effectivement, ça a d'abord interrogé sur la pratique médicale et le fait que les professionnels de santé puissent travailler ensemble, partager de l'information. Il y a également eu cette dimension, effectivement, numérique, parce que derrière, ce sont des solutions en fait qui permettent d'accompagner en fait la télémédecine. Et puis un élément qui est important et qui fait qu'aujourd'hui en fait ça commence à se déployer, c'est le financement. C'est que depuis septembre, l'acte de téléconsultation et l'acte de télémédecine sont remboursés par l'assurance maladie. Exact. Et c'est effectivement dans certains cas. Mais effectivement, ce qui permet derrière de développer l'usage, c'est qu'on a réfléchi en fait sur une coordination des soins. On a apporté une solution qui avait du sens et qui était simple à utiliser, en tout cas qui répondait aux besoins, et on a apporté également une solution de financement. Et c'est vrai que c'est le résultat de ces trois concepts qui fait que derrière, en fait, on devrait pouvoir avoir un développement important avec les déserts médicaux, avec la dépendance, avec la réorganisation aussi territoriale. Vous citez tout à l'heure les établissements, l'offre de premier recours, etc. Il y a beaucoup d'enjeux très importants de transformation du système de santé. Et sur la télémédecine, il y a ces chiffres, justement. 63% des Français qui sont favorables à la télémédecine, 73% des Français qui sont favorables à la télémédecine pour lutter contre les déserts médicaux, justement. Est-ce que ça veut dire que finalement la téléconsultation, là, c'est partout, tout le temps? Est-ce que c'est vraiment la bonne réponse?
C'est un élément de réponse. élément de réponse. La téléconsultation, ça permet de répondre à un besoin très précis, mais qui ne représente pas non plus l'ensemble des besoins de la Ça permet aussi de lutter contre le renoncement aux soins. On a aujourd'hui quand même beaucoup de personnes qui renoncent aux soins parce qu'aller consulter, c'est compliqué. Il faut alors, soit se déplacer quand on est dans un désert médical, mais en fait la téléconsultation sert aussi ailleurs que dans les déserts médicaux. Elle sert aussi vraiment à favoriser l'accès aux médecins. Et pour ça, c'est un sujet qui est vraiment important. Ce renoncement aux soins, il est quand même très important et il coûte finalement au système de santé. Finalement, la personne va finir par se dégrader en termes d'état de santé et elle coûtera beaucoup plus cher au système de santé par la suite. Anne-Julie Clary, comment est-ce que vous traitez cette question de la télémédecine, des téléconsultations, notamment dans le groupe Vive, au sein de toutes les complémentaires santé que vous avez ? Nous, on a clairement pris cette option-là. D'abord, dans un objectif de continuum du soin, en fait, c'est ça, c'est que c'est un outil en plus d'un réseau en propre que nous avons, plus de 1000 établissements nous, de soins. On a tout un réseau de conventionnement avec des professionnels de santé sur des secteurs extrêmement chers pour nos adhérents, l'optique, l'audition, le dentaire, l'ostéopathie, demain peut-être d'autres sujets qui seront des préoccupations de santé. Et puis, on a des solutions à distance. C'est la téléconsultation. Le groupe Vive a investi dans un des acteurs de téléconsultation, le premier d'ailleurs qui s'appelle Mes Docteurs, avec lequel on développe cette techno, mais on réfléchit. Ça, c'est une entreprise que vous avez rachetée, que vous avez pluguée à votre offre de soins dans le groupe Vive. Exactement, qu'on a plugué à nos offres, qu'on a introduit dans nos complémentaires santé. Harmonie Mutuelle prend en charge, c'est en plus de la prise en charge qui, évidemment, est un soulagement du financement par l'assurance maladie, mais effectivement, c'est une solution intégrée aux autres types de solutions. C'est comme ça qu'il faut le voir. Et sur les déserts médicaux, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit aussi dans une logique, absolument, une logique de complémentarité dans les établissements de soins, les EHPAD, etc. aussi. Donc voilà, il faut jouer la complémentarité. C'est comme ça qu'on arrivera à développer cet outil et à le rendre efficace. 500 000 téléconsultations qui seront remboursées en 2019, 1,3 million en 2021. C'est dire finalement un petit peu la marge de progression qu'on a encore et les enjeux qu'il y a autour de tout ça. On va passer à un autre sujet, un sujet qui est tout aussi finalement important, qui est celui de la dépendance, parce que là aussi il y a des vraies questions. 70% de personnes dépendantes en plus dans 40 ans, c'est assez important. Financement supplémentaire, on le disait, en 2030, de 9 milliards de plus, on est à 23,7 milliards actuellement. Est-ce que là aussi, finalement, Raphaël, le digital, il a un rôle prépondérant? Et qu'est-ce qu'on peut faire? On va le voir dans une seconde, mais on a déjà des solutions, mais qu'est-ce qu'on peut faire au sens large? En fait, il y a énormément de champs d'application du digital pour lutter contre la dépendance et la perte d'autonomie, depuis des solutions, alors qu'on comprend très bien sur de la détection de problèmes et donc favoriser le maintien à domicile à travers tout un tas de dispositifs qui vont détecter des chutes, détecter l'immobilisme de la personne âgée, détecter l'absence quand la personne sort et qu'elle ne retourne pas à son domicile. Mais il y a aussi des solutions qui permettent de plus en plus de travailler en amont et de faire de la prévention vraiment sur du long terme et de détecter notamment le changement de comportement et d'habitude des seniors. Et ça, c'est un sujet vraiment, je trouve, passionnant, qui est pas simple, parce que ça met en jeu à la fois des compétences médicales et des compétences techniques, enfin technologiques. Moi, chez Niji, on a travaillé avec des énergéticiens, par exemple, qui suivent la consommation d'eau et d'électricité des seniors pour détecter sur du long terme des changements d'habitude. Le nombre de fois où vous vous levez la nuit, est-ce que vous utilisez toujours votre plaque électrique, est-ce que vous utilisez votre salle de bain? Alors, il y a encore des choses à améliorer, mais en tout cas, c'est donc ça, c'est des solutions qui existent déjà, qui sont déjà sur le marché? Qui sont en train d'être mises en place, mais qui nécessitent un peu de... Et qui pourraient être distribuées par qui, en l'occurrence? C'est une vraie question sur le modèle de distribution qui est légitime pour distribuer. On va le proposer justement. Entre des grands acteurs qui ont accès au marché B2C, des acteurs du monde de la santé, des complémentaires santé, des acteurs de la dépendance. Il y a encore beaucoup de choses à regarder pour trouver le bon modèle. Alors, on va peut-être le proposer à Thierry Burbeau, peut-être que ça peut l'intéresser, puisque nous avons donc un entrepreneur sur ce plateau, le patron de Vitalbase. C'est une solution qui lutte contre la dépendance. De quelle manière? Racontez-nous un petit peu ce que vous faites justement. Alors, ça part d'une montre. Alors moi j'ai la boîte, vous avez la montre. Moi j'ai la montre. Chacun son truc. Mais racontez-nous à quoi elle va servir cette montre.
dans l'histoire, on a traité la dépendance, on va dire, de manière curative avec un système de détection automatique de chute où on était vraiment sur de la téléassistance. Ça fait une quinzaine d'années qu'on est sur ce marché-là aujourd'hui. Et une fois qu'on traite la chute de manière curative, c'est bien, mais si on peut anticiper la chute et anticiper la dépendance, c'est mieux. Bon, je rejoins ce que disait monsieur, c'est beaucoup mieux. Donc aujourd'hui, la montre, en fait, elle sert principalement à ça. Elle est équipée d'un détecteur de chute et d'un bouton d'appel pour la partie sécurité, mais elle est équipée surtout de toute une partie gestion de l'activité de la personne. Donc ce qui veut dire qu'on va encourager la personne à sortir de chez elle, à avoir son activité quotidienne, à entretenir son bien-être. Donc en gérant son activité, il y a une application de coaching d'activité qui est très dédiée senior, de manière à entretenir la masse musculaire pour arriver à retarder la première chute, puisque la première chute est souvent un facteur d'entrée en dépendance, sachant qu'une personne qui a chuté, il y a de fortes chances qu'elle rechute dans l'année qui suit. Et vous parlez de détection de chute, comment ça marche précisément ? Il y a un capteur dans la montre qui Alors, il y a plusieurs capteurs. voit tomber, chuter. Il y a plusieurs capteurs en fait avec un algorithme particulier que nous avons développé et que nous enrichissons en fait au fil des années, qui nous permet en fait de détecter une chute et le fait que la personne reste au sol et on envoie une alarme, donc 40 secondes en moyenne après la chute. Mais ceci étant, la partie qui est intéressante sur ce produit-là, c'est son côté déstigmatisant, puisqu'on est vraiment sur une vraie montre. Équipée d'un GPS, donc c'est une montre qui permet à la personne de sortir de chez elle et donc de faire de la localisation en cas de problème. Et surtout, toute une partie gestion de l'activité de la personne. Et ce coaching d'activité est très important parce qu'il retarde réellement l'arrivée de la première chute. Comme a dit monsieur, on a travaillé donc avec des structures du domaine vraiment médical parce que ça a joint en fait, je dirais, les deux parties, c'est la partie technique et la partie médicale à prendre en compte. Ce produit-là est également déployé aujourd'hui depuis 1 an et demi à plus de 100 000 exemplaires en Europe. On vient de faire le lancement en France, donc on a pu évaluer aussi la pertinence en fait de ce système-là. Et en termes de prévoyance, c'est un outil qui est vraiment très utile pour retarder et anticiper la chute. Et on repère les signaux faibles en fait qui sont prédicateurs d'une chute également. Ça coûte combien ça ? Alors aujourd'hui, si on va dire sur un marché B2C, on est en prix recommandé, c'est 199 € TTC, le produit avec ses applications mobiles. Donc ça, c'est une version, je dirais, où la personne va se gérer avec son réseau familial. Et ensuite, il est tout à fait possible de raccorder le produit à travers un centre de téléassistance et un plateau d'appel si le besoin s'en fait sentir. Donc on a vraiment les deux fonctions. Et vous en avez vendu, on a des chiffres là, j'imagine, de vente, de commercialisation depuis que le produit est sorti ? Comme je vous ai dit, alors en Europe on en a 100 000, on vient de faire le lancement en France le mois dernier, pour des raisons simples de marché. Et sachant qu'avec le produit historique, l'ancien détecteur de chute, on a 600 000 personnes qui sont équipées avec en Europe. Et on représente à peu près 50% du marché des périphériques de la téléassistance en France aujourd'hui. Et alors Loïc Chabagnier, vous allez peut-être aussi me compléter, mais je ne sais pas si j'ai raison en disant ça, mais on a quand même le sentiment que c'est sur les questions de dépendance, notamment, qu'il y a les plus gros enjeux, mais aussi les meilleures solutions pour l'instant. Est-ce que c'est le cas ? C'est probablement effectivement sur la dépendance, parce qu'il y a une certaine maturité du marché. Dans ce qu'on citait tout à l'heure, effectivement, il y a déjà des solutions qui existent, qui sont en place et qui apportent un retour d'expérience qui est positif, à la fois pour la personne dépendante, également pour l'aidant, parce que sur la dépendance, il y a également tout l'enjeu autour de l'aidant, et on est aussi sur des modèles économiques en fait qui ont une certaine maturité. Et c'est ça qui fait qu'en fait que sur la dépendance ça marche, c'est que on a réussi à créer un usage, on a réussi à trouver un équilibre économique qui a du sens. Et ce qui n'est pas le cas sur beaucoup d'autres sujets quand on parle de numérique en santé. Et on a fait certains projets en fait pour rejoindre un petit peu ce qu'on disait sur la partie téléconsultation, c'est que en étudiant justement le rythme de vie de la personne, en voyant les ruptures avec des gens qui sortent moins et autres, on arrive aussi à déclencher des téléconsultations. Donc on a fait des opérations avec des hôpitaux, notamment dans la région bordelaise, puisqu'on est de là-bas. De Bordelais. Voilà. Et en fait, on s'est aperçu que sur certaines pathologies, on arrivait à prolonger effectivement le bien-être et la vie de la personne, et a également rapporté une sérénité au sein du foyer. Puisque la personne, en fait, on pouvait la encourager à sortir de chez elle, elle était malgré tout sécurisée, et quand il y avait des ruptures, on savait les traiter et déclencher des téléconsultations derrière. Et là-dedans, il y a une technologie franco-française, une technologie Sigfox. Si vous connaissez un peu BFM, vous connaissez ce que Sigfox en l'occurrence. Exactement. C'est les relais, les réseaux, ce qu'on appelle le 0G. Le 0G, voilà. Tout à fait. Tout à fait. Donc on a une double technologie, c'est-à-dire qu'en fait le produit marche avec un téléphone mobile, donc il y a l'application Bluetooth qui va gérer les historiques d'activité, le coaching d'activité et autres. Et vous avez également le réseau Sigfox, c'est-à-dire que si la personne est en extérieur, qu'elle a oublié son téléphone, le réseau Sigfox prend le pas et la montre est quand même fonctionnelle sur ses aspects activité. Localisable et exactement. Alors pour l'instant, vous équipez des gens qui sont à domicile, des personnes âgées qui sont à domicile. Est-ce que ça peut être aussi le cas dans des structures de soins, dans des EHPAD notamment ? Oui, alors dans des EHPAD et dans des résidences également, des résidences
résidence-service, puisqu'on est sur un produit quand même qui, de par sa physionomie en fait, s'éloigne quand même des produits d'appel malade. Donc c'est vrai qu'on touche aussi des gens qui sont autonomes en résidence-service ou résidence pour personnes âgées. C'est très utile dans les résidences non médicalisées. Pour faire justement parce le lien. Il y a tout ce parti coaching d'activité qui est intéressant. On a également la possibilité avec le GPS de faire de la détection de sortie de zone. Donc ce qui fait qu'on sait aussi détecter quelqu'un qui va sortir d'une zone dans laquelle elle devrait rester normalement. Et on sait tout à fait être en local. C'est-à-dire qu'en fait, l'établissement, on discute avec certains groupes actuellement de résidence-service, où en fait tout va être traité en local. Et à ce moment-là, on met à disposition les données dans l'établissement, et c'est l'établissement qui va gérer en fait les personnes, qui va pouvoir aussi les encourager à faire du sport, parce qu'il y a un système de gestion d'objectifs d'activité, il y a un système de lien social aussi, donc ça encourage le lien social au sein des résidents ou même à l'extérieur quand les personnes sont à domicile. Donc on a vraiment les deux types de marchés. Oui. Puis vous avez dit quelque chose qui est très important, c'est que ça permet le maintien à domicile. Et on sait que dans le système de santé, ce qui coûte cher, c'est être à l'hôpital ou être dans une EHPAD. Donc effectivement, être capable de maintenir une personne à domicile, c'est un impact immédiat sur le système de santé. Tout à fait, effectivement. Aujourd'hui, le coût de la chute est estimé à peu près à 2 milliards d'euros en termes de prise en charge. Et on sait qu'une personne qui a chuté a 20 fois plus de risque de rechuter dans l'année qui vient derrière. Donc la prévention là est essentielle pour le coup avec ce genre de système. Exactement, parce qu'on a vraiment les signaux faibles qui sont prédicteurs d'une chute en fait. Dernier point avant de se quitter, la question justement des données, parce que ça émet des données. Tout ce qu'on a expliqué finalement en termes de solutions jusque-là, ça émet forcément des données, des images, des vidéos ou d'autres informations. Comment est-ce qu'on fait finalement aussi pour réguler cette question des données? Raphaël Vinet va répondre notamment à la question, mais il y a aussi un enjeu là quelque part. Il y a la question du dossier médical partagé là, dont on est en pleine campagne de communication pour que les Français y adhèrent, s'y mettent. Comment est-ce qu'on régule et comment est-ce qu'on règle cette question? Oui, et déjà sur cette question du dossier médical partagé, il faut aussi comprendre qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui poussent aussi chacun leur propre carnet de santé numérique et qui vont du coup essayer d'agréger, de fédérer d'autres acteurs du monde de la santé. Alors on parle de prestataires de soins à domicile, on parle d'autres acteurs et le marché est en train de se structurer. Il y a un vrai enjeu d'arriver à rationaliser tout ça et d'arriver à faire parler les différentes plateformes les unes avec les autres. Il n'y a pas de protocole d'échange standard. Voilà, aujourd'hui il n'y a pas de protocole d'échange, donc c'est bien, il y a des initiatives et les choses se développent, il y a une prise de conscience aussi, je pense, du grand public. Bien sûr. Mais il va y avoir besoin de cette rationalisation. Et donc ensuite, il y a des sujets que tout le monde connaît maintenant, qui sont RGPD, qui sont l'hébergement de données de santé HADS, qui sont des incontournables, enfin que tous les acteurs doivent respecter pour garantir la privacy des données et le fait que les patients puissent aussi accéder à leurs données, demander à les supprimer. Et justement, comment est-ce qu'on règle ça, l'action des données dans le groupe VIF? Parce que j'imagine, avec 10 millions de Français couverts, c'est forcément une question. C'est un enjeu majeur et d'ailleurs c'est aussi l'enjeu de savoir comment mieux connaître et mieux accompagner nos adhérents. On a, nous, une 1, 2, 3, 4. En tout cas, il y a une connexion qui doit se faire. Merci. Entre oui, c'est pas facile à dire en même temps. Non, mais c'est un enjeu majeur. Je voudrais insister sur les enjeux éthiques qui sont fondamentaux aujourd'hui et qui différencient quand même les acteurs parce que les données se démultiplient, les acteurs se démultiplient et en font toutes sortes d'usages. Et l'enjeu éthique, la question de l'accompagnement dans la compréhension de ce qu'on va faire des données, pourquoi on les partage, le contrôle que l'on a sur ces données. Donc nous, on a des solutions techniques que on envisage aujourd'hui sur la gestion des consentements, sur le self-data, pour que la personne contrôle elle-même ses données et qu'elle sache à quelle fin elle les partage. Évidemment, le but, c'est d'avoir davantage de services et un meilleur accompagnement. Donc voilà, la donnée est très centrale, mais c'est pas une fin en soi. Toute la manière dont on va appréhender ces questions-là va permettre justement d'avoir la confiance et les services d'accompagnement qui sont nécessaires. Eh bien, merci à tous. On dira que ce sera le mot de la fin pour ce plateau. Merci à vous. Donc, on était avec Raphaël Vinet, directeur conseil de chez Niji, Anne-Julie Clary, la présidente de la commission innovation du groupe Vive, Loïc Chabani, associé EY en charge des questions de santé, et puis Thierry Burbeau, président de Vitalbase. Merci à vous quatre. Dans quelques instants.